Oh là là team, comment ça va en ce jeudi matin? J'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous êtes tous bien réveillés. Et pour ceux qui me regardent l'après-midi, j'espère que vous êtes en forme quand même. Les amis, aujourd'hui, nouvelle vidéo de l'actualité de l'OM. Alors on le sait, on cherche un directeur sportif. C'est vraiment le gros chantier du moment en ce moment. En plus du sportif, on essaye de bien terminer cette saison pour terminer dans les places européennes et surtout la Champions League. C'est vraiment primordial de terminer troisième cette saison. La place en chocolat, on n'en veut pas. Et on va aborder tous ces sujets-là ensemble. Donc recherche du DS, ça chauffe. Donc on a deux nouveaux noms. Donc c'est officiel avec Giuntoli et Paul Mitchell. Je vais vous décrypter les deux carrières des deux personnes et je vais rajouter un troisième. On va faire un comparatif sur tous les points qui sont le plus importants pour le directeur sportif du côté de l'OM. Et du côté du match Lorient-OM qui aura lieu dans 2 jours, on va faire le point aussi avec Gouiri qui est en feu. Voilà, depuis qu'il est de retour de sa blessure et ce est là, ça va mieux pour Gouiri qui termine bien la saison et qui est finalement régulier depuis qu'il est là, du côté de l'OM. On parlait de son irrégularité quand il est arrivé l'année dernière, il y a 1 an et demi. Et franchement, on a un joueur qui est de qualité pour finalement un petit recrutement d'une vingtaine de millions d'euros. Pour un attaquant, c'est plutôt sympa. On va enchaîner sur d'autres sujets qu'on va voir ensemble. Et tout d'abord, on va souhaiter un bon anniversaire à Tai Taiwo qui fête aujourd'hui ses 41 ans. Donc joyeux anniversaire à Tai. Si tu me regardes, n'hésite pas à t'abonner, mon petit Tai. Regarde, like, dislike, abonnement, cloche, partage, commentaire et boost si tu es sur un téléphone ou sur une tablette. N'hésitez pas à en faire de même de votre côté. Il nous dit quoi, notre cher Tai Taiwo? Et tout d'abord, mon avis personnel sur Tai Taiwo, c'est un des joueurs les plus attachants que j'ai découvert dans le monde du football, personnellement. C'est mon avis. N'hésitez pas à me dire votre avis aussi si c'est le même. Donc, longue vie à toi, Tai. Maintenant, on va voir un petit peu ses réponses lors de sa carrière, ou plutôt après sa carrière. Il nous a dit quoi? L'OM, j'y pense chaque jour. Je suis fier et redevable d'avoir porté ce maillot. Quand je viens au Vel, chez les VIP, c'est trop calme. Je préfère être pas loin du virage avec nos supporters. Je ne fais que chanter et sauter. Je me suis régalé. Donc, il aime bien bouger, mon petit taille. L'entraîneur qui m'a le plus marqué, on lui pose la question, c'est bien sûr Eric Guéretz. Il m'a apporté beaucoup de confiance. Il me parlait énormément pendant les matchs, que ce soit positif ou négatif. C'était un peu comme mon papa. C'est très touchant. On le sait qu'ils étaient très attachés tous les deux. Je me souviens d'un match au Vélodrome, dans les vestiaires. Avant la rencontre, Guéretz fait la causerie. Il parle français, mais il utilise certains mots différents, vu qu'il est belge, c'est vrai. J'ai commencé à rigoler seul, et Modeste Mbami, paix à son âme, a dit « Même Tai ne comprend pas ce que le coach a dit. » C'est vrai, en plus, je ne comprenais pas quand il parlait trop fort. Donc c'est vrai que c'est une personnalité très particulière, Tai Taiwo, qui a un physique vraiment de Golgoth, mais une voix très douce, voilà, très mielleuse. Donc bon anniversaire à toi encore une fois, Tai. Et on passe sur un autre sujet. On y va, on écoute d'abord Tai. Tai, qu'est-ce qu'il nous avait fait lors de ce match, lors d'une finale de Coupe de la Ligue? Écoutez bien le petit chant de Tai que je vous remets depuis le début. Je ne sais pas si je l'ai mis. Non, c'est pas grave. Écoutez bien, ça dure quelques secondes. Je l'entends pas, hein. Et on enchaîne directement avec le sujet principal de la vidéo, c'est le directeur sportif Cristiano Giuntoli, dont on a parlé un petit peu hier, mais on va décrypter un peu plus maintenant, plus précisément. Et bien placé pour être le nouveau directeur sportif de l'OM, l'ancien de la Juve, est en contact avec le club phocéen, donc il y a déjà des contacts, et des clubs de première ligue. Matteo Moretto, c'est le pote à Fabrizio Romano, donc c'est du très concret. On nous précise que Cristiano Giuntoli, nous dit Informa 13, sur le plan économique à la Juve, a réalisé un travail impressionnant. En 1 an, il a redressé un bilan qui affichait un déficit de 200 millions d'euros pour le ramener proche de l'équilibre à son départ de la vieille dame. Alors, on le critique beaucoup sur ce passage de la Juve, c'est plutôt le côté sportif. Maintenant, le côté financier, peut-être qu'il a fait de bonnes choses, mais j'ai envie de dire, du côté de l'OM, on veut du financier, mais aussi du résultat sportif. Donc si c'est pour trouver un mec qui nous rapporte cet équilibre financier, j'ai envie de dire next. Je veux bien qu'on l'apporte, mais je veux aussi des résultats sportifs. Au bout d'un moment, j'en ai marre qu'on parle que d'argent et qu'on parle pas de sportif du côté de l'OM. On parle que d'argent. Maintenant, on va parler du sportif. S'il fait du bon travail, pourquoi pas comme il a fait du côté de Napoli? Je dis pas non, mais s'il fait du travail comme il a fait du côté de la Juve, je dis next tout de suite. On va en enchaîner justement avec l'autre qui est visé, c'est qui? C'est Paul Mitchell. En plus de Giuntoli, l'OM s'intéresse à Paul Mitchell, l'ancien directeur sportif de Newcastle, de Monaco et tant d'autres, vous allez voir après. Son profil correspond aux attentes de la direction olympienne, connaissance pointue du marché, maîtrise des langues réseau colossal et développe les jeunes surtout. On enchaîne avec le troisième, c'est une idée de la minute. Alors c'est juste une idée, c'est pas une rumeur ni une info. Michael Edwards a été le grand architecte de Liverpool. C'est le profil parfait pour l'OM comme directeur sportif. Avec plus de moyens utilisés, c'est le bas qui blesse, plus de moyens. Voilà, on n'a pas énormément de moyens, donc ça m'étonnerait qu'il se retrouve bien comme à Liverpool. Moyens utilisés intelligemment et davantage de stabilité, cela pourrait être très intéressant.
Oui, mais cela pourrait, dans le conditionnel. On va quand même faire la comparaison entre les 3 personnes. On y va, let's go. Comparatif détaillé entre Giuntoli, Mitchell et Edwards, avril 2026. Statut actuel. Donc Giuntoli, il est libre actuellement. Départ mutuel de la Juve en juin 2025 après 2 saisons mitigées. Ok. Mitchell, il est libre. Départ mutuel de Newcastle fin juin 2025 après 1 an. Ça s'est pas très bien passé non plus à la fin. L'OM s'intéresse fortement à lui et il figure sur la shortlist. On l'a vu. Michael Edwards, toujours en poste comme CEO of Football chez FSG Liverpool, contrat jusqu'en 2027, avenir incertain. Donc il est déjà en poste, ça va être compliqué de l'attirer. Expérience principale, Giuntoli, Sporting Director, 8 ans au Napoli puis 2 ans à la Juve. Paul Mitchell, Head of Recruitment, puis, mon anglais il est fort, Sporting Director, Tottenham, Red Bull, Monaco et Newcastle. Michael Edwards, Sporting Director de Liverpool 2016-2022, puis CEO of Football chez FSG depuis 2024. Ok. Plus gros succès, c'est ce qui nous intéresse, les succès. Giuntoli, Scudetto avec le Napoli, c'est très bien en 2023 grâce à des recrutements malins. Osimhen, Kvaratskhelia, très malin, parce que n'oublions pas, ils l'ont recruté pour une bouchée de pain et ils l'ont revendu X millions aux Parisiens. Et Kim Min-jae, qu'ils ont revendu à Bayern Munich si je ne me trompe pas. Donc c'est de bons coups, c'est vrai. Paul Mitchell, découverte de stars comme Mané, Son, Delali, Koukou et Tchouamini, rajeunissement réussi à Monaco, 2 fois 3e de Ligue 1, donc une expérience en Ligue 1, c'est un avantage. Paul Mitchell, c'est pas mal aussi. Michael Edwards, construction de l'équipe dominante de Liverpool, Salah, Van Dijk, Alisson, Mané, avec des moyens, il faut le rajouter, et plusieurs titres en première ligue pour Michael Edwards. Style de recrutement, Giuntoli, c'est réseau italien très fort, plus beaucoup de flair et coups intelligents. Paul Mitchell, approche data-driven, plus modèle Red Bull, physique, intensité, développement des jeunes, très bon sur la plus-value précoce, les plus-values précoces. Michael Edwards, analyse data très poussée, plus négociation dure, focus sur le parfait fit tactique et culturel avec le club. Pour ma part, c'est avantage Mitchell encore une fois, avec un petit peu de Giuntoli, si vous voulez. Gestion budgétaire et plus-value, Giuntoli, excellente à Napoli, budget modéré, titre. Plus compliqué et critiqué à la Juve. Quand il a passé un cap, parce que la Juve c'est un peu plus élevé que le Napoli, je critique pas le Napoli, mais si on regarde bien les moyens financiers, normalement la Juve peut investir un peu plus que le Napoli, logiquement, et il n'a pas réussi du côté de la Juve à reconstruire quelque chose de mieux avec un peu plus de moyens. C'est ce que je vois. Paul Mitchell, très fort, spécialiste de la génération de cash via revente, idéal pour un club sous contrainte financière. Ça nous intéresse à nous, parce que contrainte financière, on connaît. Donc pour l'instant, c'est Mitchell encore. Et Michael Edwards, excellente. Liverpool est resté rentable tout en étant ultra compétitif. On veut ça aussi. Donc on veut un peu de Mitchell et d'Edwards, si tu veux. Connaissance de la Ligue 1 France. Giuntoli, faible, aucune expérience directe en France. Paul Mitchell, bonne. 3 ans passés à Monaco comme directeur sporting. Donc c'est pour l'instant Mitchell. Et Edwards, faible, aucune expérience. Donc Mitchell. Force principale, Giuntoli, expérience dans de grands clubs italiens, capacité à reconstruire, bonne gestion de vestiaire, prestige. On veut du prestige. Paul Mitchell, recrutement pur, structuration de département scouting, polyvalence internationale, expérience concrète en Ligue 1. Donc c'est un peu des deux pour l'instant. Edwards, vision stratégique globale, stabilité long terme, expertise de très haut niveau en première ligue. C'est un peu les 3 qu'il faut. En fait, le gars parfait, il nous faudrait des 3 là. Pour la force principale, il nous faudrait des 3. Voilà, de la stabilité, de l'expérience dans les grands clubs, de la structuration des scootings, de la polyvalence internationale qui soit polyvalente dans tous les pays, dans toutes les contrées, de l'expérience en Ligue 1. Il nous faudrait beaucoup de choses des 3 en fait. Faiblesse principale, on va voir leur faiblesse aux 3. Giuntoli, c'est passage assez critiqué à la Juve, résultat mitigé, choix de l'entraîneur contesté. Ok. Paul Mitchell, passage très court à Newcastle et CV un peu nomade, plusieurs clubs en peu de temps. Donc il a la bougeotte. C'est ça le bas qui blesse. Pour Mitchell, le plus gros bas qui blesse, parce qu'il cochait beaucoup de cases jusqu'à présent, c'est qu'il a la bougeotte. Et c'est qu'il a un tempérament un peu de feu. Donc ça pourrait ne pas matcher. Et si ça ne matche pas, il pourrait partir assez rapidement. À la sauce Bielsa, j'ai envie de dire. C'est un loco à la mode anglaise. Donc Mitchell, il est parti de Newcastle assez rapidement. Il s'est pris la tête, de ce que j'ai compris avec Eddie Howe, si j'ai bien compris le sujet. Donc est-ce qu'il va se prendre la tête maintenant du côté de l'OM? C'est très compliqué. Maintenant, s'il a de bonnes compétences, s'il fait du travail assez rapidement pour 1 année ou 2 et que derrière il se prend la tête au bout de 2 ans, je dis pas non, pourquoi pas. Et les autres c'est pareil, on ne sait jamais. Peu importe le nom du moment qu'il fasse du bon travail pour ma part. Michael Edwards, moins compliqué, moins impliqué dans le recrutement quotidien aujourd'hui, rôle plus stratégique, coût élevé et disponibilité limitée. Stabilité, durée des mandats, Giuntoli, moyenne, il reste généralement 2 à 8 ans par club mais son passage à la Juve a été court et instable. Mitchell, faible à moyenne, son parcours est assez nomade, plusieurs clubs en 10-15 ans avec des mandats souvent courts de 1 à 3 ans. Faudrait de 3 à 5 ans, ça serait le top pour un directeur sportif. Très bonne, il a passé 6 ans
pour Edwards, comme sporting director à Liverpool et en poste depuis 2024 chez FSG, signe d'une grande stabilité. Très stable, donc il va avoir un très très gros standing. Adéquation à l'Olympique de Marseille cette année. Giuntoli, moyenne à bonne, apporte du prestige et du flair italien, mais manque de connaissance du championnat français. Le bas qui blesse. Bonne pour Mitchell, expérience en Ligue 1. C'est un avantage. Expertise en plus-value et disponibilité immédiate, un avantage. Correspond bien aux besoins actuels de rajeunir l'effectif et générer du cash. Ça peut être un avantage si on veut rajeunir l'effectif. On a déjà un effectif qui est moitié jeune, moitié vieux. Donc j'ai envie de dire, il ne faut pas non plus rajeunir pour rajeunir et revendre derrière. On n'est pas un club à la sauce strasbourgeoise, j'ai envie de dire. Michael Edwards, moyenne, profil très haut de gamme, mais trop cher, peu disponible et style très première ligue. Risque médiatique et stabilité à l'OM. Moyen pour Giuntoli, il a déjà géré la pression en Italie. Paul Mitchell, moyen. Son départ rapide à Newcastle, de Newcastle, pourrait être scruté à Marseille. Edwards, élevé. Profil star anglaise, salaire important, risque de mandat court. Avantage Edwards, bien sûr. Synthèse rapide pour l'Olympique de Marseille, on fait le point sur tout. Paul Mitchell est le plus opérationnel et adapté des trois grâce à son expérience en Ligue 1, son savoir-faire en génération de plus-value et sa disponibilité immédiate. Il coche de plus de cases pour le contexte actuel de l'OM, contraintes budgétaires plus besoin de retour en C1. Le point négatif, c'est qu'il n'est pas stable. Voilà, le point négatif, c'est surtout ce côté-là, son tempérament, son caractère aussi, qui peut porter préjudice aussi, et peut-être d'autres choses que je ne sais pas encore. Giuntoli apporte du prestige et une très belle réussite au Napoli, mais son passage mitigé à la Juve et son manque de connaissance de la France pose question. Edwards est le plus prestigieux et visionnaire stratégique, mais il est le moins réaliste pour Marseille en raison de son contrat en cours, de son coût élevé et de son style très anglais. Voilà pour les trois, n'hésitez pas à choisir le vote. Pour ma part, je choisirais Paul Mitchell, même si pour la durée, pour la stabilité, on se base pas peut-être sur le bon. Après, il y a le sujet des anciens qu'on avait visés, c'était qui? C'était Julien Fournier ou Lorenzi. Si on doit en choisir un parmi tous ceux que je viens de citer, les 5, j'irai sur Lorenzi. Mais Lorenzi, il aurait un accord de principe avec l'OGC Nice. Donc ça va être next assez rapidement. Maintenant, il reste Julien Fournier qui connaît l'OM, le contexte marseillais. Mais c'est pas du même standing qu'un Paul Mitchell, qu'un Giuntoli, j'ai envie de dire, même qu'un Edwards. Pour ma part. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour ma part, Paul Mitchell coche de plus de cases. On enchaîne avec maintenant un autre sujet, c'est celui de Mason Greenwood. Greenwood, quand tu vois ses stats, nous dit Marcel Desailly, tu peux être tenté de le recruter. Mais est-ce qu'il a vraiment le niveau pour jouer dans un top club de première ligue ou de Liga? Je ne suis pas sûr. Il peut jouer pour l'OM, pour Villarreal ou pour Aston Villa. Je ne suis pas sûr qu'il ait la régularité pour aller plus haut. En PL, il faut être régulier à tous les étages. Alors je ne suis pas d'accord avec Marcel, qui me semble prendre de l'âge, et quand on prend de l'âge, parfois on perd un petit peu la lucidité. Il me semble pas lucide parce qu'il oublie qu'il est passé du côté d'United. Il avait réussi, même s'il était jeune et qu'il n'avait pas tout le temps sa place de titulaire. Il a fait un très bon passage là-bas, jusqu'à quand ça se passe mal. Ensuite, il a eu son creux parce que il s'est arrêté. Ensuite, il a été en Liga et il avait prouvé qu'il avait le niveau de la Liga largement. Il avait marqué 14 buts, si je ne me trompe pas, un truc comme ça. N'hésitez pas à me dire les chiffres, si on parle que de chiffres. Au-delà de ça, même sans parler de chiffres, il avait fait de très bonnes prestations en Liga. Donc pour ma part, tu le mets maintenant avec l'expérience qu'il a pris dans les 2 années du côté de l'OM et le contexte marseillais qui est très compliqué avec la crise ici et là. Je pense qu'il s'impose dans tous les clubs, pratiquement. Dans tous les clubs, pratiquement, je dis du monde. Voilà, je ne vais pas dire tous les clubs, parce qu'au Barça, ça risque de compliqué. Si on le met à droite, il y a Yamal, dans d'autres clubs aussi. Mais en tout cas, je pense qu'il a sa place dans de très grands clubs européens. On enchaîne, les amis, avec Manu, tu descends. Et pourquoi faire? La petite blague d'Aubameyang. Parmi les inconnus que vous connaissez le sketch, on a Aubameyang qui fait sa petite blague pendant le stage, et j'espère que cette petite blague ne lui coûtera pas cher ce samedi, parce que ce samedi on espère qu'on rigole aussi, parce que là tu rigoles, mais j'ai envie de rigoler ce samedi, mon petit Aubin. Et Aubin, il nous dit quoi? Christophe Galtier est le coach qui l'a le plus marqué dans sa carrière. Christophe Galtier, Thomas Tuchel, ils m'ont le mieux compris en tant que joueur et en tant que personne. Ce sont les deux qui m'ont le plus influencé, nous dit Aubameyang. Alors, je vous ai mis en bleu Christophe Galtier, pour quelle raison? C'est pour la simple et bonne raison que l'année prochaine on ne sait pas avec quel coach on va partir, comme le directeur sportif. Si Christophe Galtier est dans les rumeurs, est-ce que vous validez maintenant le choix de Christophe Galtier? On a passé quelques années depuis qu'il était passé du côté des Parisiens. Maintenant, est-ce que c'est fini cette histoire-là, ou est-ce que c'est encore comme ça en travers de la gorge? Moi, c'est encore en travers de la gorge. C'est encore un peu tôt. J'ai envie de dire, on attend encore un petit peu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Christophe Galtier en tant que coach l'année prochaine. On enchaîne maintenant avec Gouiri, justement, et plus impactant dans le jeu qu'Aubameyang, grâce à sa qualité technique dans les petits espaces et sa capacité à décrocher pour libérer des espaces. Le Gabonais, Aubameyang, marque des buts importants, mais manque de réalisme dans les face-à-face et pèse moins sur le jeu. On s'en souvient, ces face-à-face contre Paris en Trophée des Champions, contre le Real en Ligue des Champions, contre Paris en championnat, même si on gagne 1-0, il a une
occasions pour mettre le 2-0, il doit faire mieux. Dans d'autres occasions, il en a eu plein des tête-à-tête. Je me souviens plus des matchs, mais il en a eu plein des tête-à-tête à jouer et il a manqué, même s'il nous a rendu service dans des matchs de Newcastle en deuxième mi-temps, parce que la première, il manque une tête immanquable. Contre Lyon, il met 2 buts, c'est bien, il nous fait gagner. Dans d'autres matchs, il nous fait gagner. Mais j'ai envie de dire, on attend d'Aubameyang qu'il soit le plus létal possible. Voilà, sur 10 matchs, il doit être létal 8 fois. Pas 5-6 fois. Là, en ce moment, cette année, c'est 5-6 fois. Donc Aubameyang, j'espère qu'il termine bien cette saison, tout comme Gouiri qui termine en feu cette saison. Je sens qu'il va terminer en feu, en boulet de canon. Voilà, depuis le début de sa carrière en Ligue 1, c'est 198 matchs pour 64 buts et 30 passes décisives selon Gouiri FR. Et il nous a fait le topo sur tous les attaquants qui sont passés depuis l'ère McCourt, avec Aubameyang qui a joué 88 matchs pour 43 buts et 21 passes décisives. Vous avez Germain, Batshuayi, Milik et Gouiri qui a 38 matchs à peine en 20 buts et 8 passes D. C'est quand même 28 stats en 38 matchs et il est assez régulier. On critiquait un petit peu, on était un petit peu craintif sur cette irrégularité qu'il avait montrée du côté de Rennes et de Nice. Et finalement, depuis qu'il est à l'OM, il a eu son début de carrière à l'OM qui a été très très en feu. Voilà, il a marqué je ne sais plus combien de buts sur la deuxième partie de saison l'année dernière et il a mis des passes décisives ici et là. Il était très très pertinent. Début de saison, ça a été compliqué pour marquer son premier but. Il a marqué contre Metz. Après, il se blesse alors qu'il était en feu. Il commençait à être un peu mieux. Finalement, il se blesse. Il n'a pas eu de chance le début de saison. Et il revient en cette année 2026. Il est beaucoup mieux. Et on le voit de plus en plus régulier. Et je trouve que la régularité de Amine Gouiri, je pense qu'il a pris un petit peu, il a passé ce cap-là. Il est beaucoup plus lucide et beaucoup plus mature dans son jeu. Donc on a un Amine Gouiri qu'on va avoir maintenant sur cette carrière qui va être au top de son top. Et j'espère qu'il va rester le plus longtemps possible parce que j'ai pas envie de le voir partir cet été. Donc cet été justement pour un stage qui fait partie presque de l'été puisque c'est à Marbella, on les voit, ils sont tous en short, tous contents, ils prennent le soleil et j'espère qu'ils passent un bon moment. Un autre attaquant qui est passé du côté de l'OM, c'est Djibril Cissé qui a fait son entretien au Salon des légendes du côté du SportMed et de la Provence. Il est en vidéo si vous voulez voir sur la chaîne de la Provence et de SportMed. Je vais vous lire juste une anecdote, celle de Bielsa qui lui a dit merci. Le Djib a notamment raconté sa plus grande émotion. Le dernier match de ma carrière se passe au Vélodrome, nous dit Djibril Cissé, avec Bastia. Il joue avec Bastia contre l'OM. C'était un vrai signe. Il n'y avait pas mieux pour arrêter, déroule-t-il avec des frissons. Le Vélodrome m'a réservé une belle ovation et Bielsa est venu me faire une accolade et m'a dit « Merci pour le football. Merci pour ce que tu as fait. Cela m'a vraiment touché. Je me suis dit, est-ce que je peux finir mieux que ça ? Ce jour-là, j'étais triste mais fier. Il y avait la famille, une bonne partie d'Arles. Donc voilà pour l'anecdote de sa fin de carrière du côté du Vélodrome. Donc un autre qui va finir sa carrière, c'est André-Pierre Gignac. Clap de fin pour André-Pierre Gignac. Le club mexicain des Tigres ne prolongera pas son contrat qui expire en mai prochain. Donc probablement la fin de carrière d'André-Pierre Gignac qui arrive à 41, je crois, si je ne me trompe pas. Presque 42. N'hésitez pas à me dire quel âge il a exactement. Je crois qu'il est né en 86. Donc non, 40. Il a 40 ans. Donc André-Pierre Gignac a fait son passage du côté de l'OM. Et n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous retenez de Gignac à l'OM. On enchaîne avec Marbella, le football center et les photos pour vous montrer comme c'est idyllique. Voilà la piscine, les terrains, voilà, et le centre d'entraînement. Voilà, vous le voyez très bien. On y va sur ce centre d'entraînement avec les jeunes. Hugo Lamar El Kadmiri, c'est le jeune Suédois, le jeune Zlatan, 2007. Il a 18 ans, il fait 1m93 et il est face à Pavard. Il a mis par terre avec Rouli qui arrête son tir juste derrière. Il montre beaucoup de puissance cet attaquant. Alors certes, pour l'instant, il a joué qu'avec les U19 et un petit peu avec la réserve. Mais pourquoi pas le voir dans le groupe pro assez rapidement. On va le voir maintenant, il est décrypté par la Provence. Lui, comme Lago, comme Kamisoko, comme Hamzaoui Slimani, qui sont ces jeunes avec les pros à Marbella. On va lire ça tout de suite, ça prend quelques minutes. Lago, le buteur, on l'a déjà vu dans le groupe pro. Ce n'est pas une surprise pour le dernier cité. Le buteur ivoirien est régulièrement appelé par Bey depuis sa prise de fonction et apparaît sur certaines feuilles de match, même s'il n'est jamais rentré en jeu pour l'instant. L'attaquant redescend donc avec la Pro 2 de Romain Ferrier pour avoir du temps de jeu, comme ce fut le cas le week-end dernier contre Lyon, 24 heures après avoir été sur le banc pour la réception de Metz en Ligue 1. Pas forcément convaincant depuis son arrivée en 2023, Lago aurait dû quitter le club l'été dernier avant d'être conservé compte tenu du calendrier chargé qui attendait les minots. N3, Challenge Espoir, Youth League, match de développement. Un choix judicieux puisque la native de Yassap réalise sa meilleure saison avec 11 buts inscrits. 8 en championnat, 3 en Challenge Espoir. Et des performances convaincantes. Kamisoko, le leader, c'est le capitaine de la Nationale 3. Arrivé en même temps que Lago, Noum Kamisoko réalise aussi son plus bel exercice sous le maillot olympien. 18 matchs de N3, 2 buts. Ce qui lui a récemment valu une prolongation de contrat jusqu'en juin 2027. Le milieu de terrain malien, qui avait connu un prêt mitigé en national l'année dernière à Châteauroux, 6 rencontres entre décembre et mai, demeure précieux à la récupération et sur les premières relances, donne parfois l'impression que la 5e division est désormais trop faible pour lui. Le droitier, régulièrement appelé par Bey lors des séances à la commanderie, porte le brassard de capitaine de la réserve depuis le mois de février. Hamzaoui Slimani, le rock, le Marseillais Ilan Hamzaoui Slimani a également participé à quelques séances avec des pros ces dernières semaines. Le défenseur central, au club depuis plusieurs années,
a découvert la N3 en 2022-23, mais il s'est pleinement imposé en réserve cette saison. 13 matchs, 1 but. Grâce à sa solidité défensive, 1m87, sa qualité de relance et son calme, de bonnes performances qui lui ont également permis de toquer à la porte des U23 algériens à la fin du mois de mars. Bravo à lui. Lamar El Kadmeri, la gâchette. Sa présence en Espagne est davantage surprenante car l'international U18 suédois, qui est né à Marseille et possède aussi la nationalité marocaine, n'a découvert la nationale 3 il y a 15 jours à peine contre le Rivera FC. Une première entrée en jeu suivie d'une seconde contre Lyon le week-end dernier, mais le longiligne attaquant de 1m93 fait parler de lui cette saison puisqu'il empile les buts avec les U19, 14 en championnat, 2 en Youth League, et ce malgré plusieurs semaines d'indisponibilité durant l'hiver. Voilà les amis pour les 4 joueurs. Alors pour les âges, vous les avez juste ici. On a le jeune attaquant d'1m93, 18 ans. On a Slimani, le défenseur qui fait 20 ans. Kamisoko, le milieu de terrain, 21 ans. Et Ange Lago, 21 ans, l'attaquant ivoirien. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire lequel aura du temps de jeu avant les autres. Du côté des U17, la nationale, l'Olympique de Marseille, leader du championnat avec 48 points. 7 points d'avance sur le TFC, possède également la meilleure attaque avec 47 buts inscrits. Les Mignots iront affronter le TFC lors de la prochaine journée. Donc on leur souhaite bonne chance. Et bientôt on les verra dans le groupe pro, ces petits jeunes-là. C'est pour ça que je vous les montre. Une autre information, celui du prochain coach. Alors j'en ai parlé tout à l'heure rapidement pour Christophe Galtier. Est-ce que Andoni Iraola sera peut-être dans les rumeurs prochainement? Pour l'instant, il n'y est pas. Il y était en saison 2023-2024. Et Andoni Iraola d'Espagne, Crystal Palace présente une offre lucrative à l'entraîneur. Il partira de Bournemouth en fin de saison. Et malheureusement pour l'instant, si Crystal Palace s'y penche tout de suite, il faudra s'y pencher nous aussi tout de suite. Si on veut un coach de cette trempe-là, il faut s'y pencher assez rapidement. J'espère qu'on commence à travailler déjà directement avec Benatia pour recruter un futur coach si on ne veut pas garder Habib Beye. On enchaîne maintenant avec un sujet, c'est celui du départ de Pécho, j'en ai parlé hier, qui voulait absolument rester du côté de l'OM, mais il y a un Liverpool qui pousserait selon certaines sources. Alors, ça va prendre avec de grosses pincettes. Liverpool s'apprête à revenir avec une nouvelle offre pour l'ailier brésilien Igor Paixão. Arne Slot pousse pour une réunion avec son ancien joueur vedette de Feyenoord. Ça me semble bizarre parce que Slot, il va être viré en fin de saison de Liverpool. Donc ça me semblerait bizarre qu'il recrute le joueur en partant. Ça me semble très très bizarre. Marseille pourrait exiger jusqu'à 60 millions d'euros. Est-ce que vous êtes d'accord avec la somme évoquée? Moi je suis d'accord. Voilà, parce qu'il faut le garder. Il faut être stable au bout d'un moment. On vient de le recruter pour 35 millions d'euros, c'est pas pour le revendre 40 ou 45. Si on veut le revendre, c'est au moins 50. Et encore, j'ai pas envie de le voir partir, j'ai envie de le voir confirmer l'année prochaine et prouver que c'était un bon choix en début de saison. Voilà les amis, je pense qu'il n'y a plus rien d'autre à voir à part qu'il y a Egan Raleigh qui est suivi par des clubs anglais, voilà, Brighton et Ipswich qui le suivent. L'OM pourrait en réclamer 10 millions d'euros, c'est des rumeurs, c'est pas du concret. Et cet écran-là, si vous voulez mettre pause, n'hésitez pas à lire, c'est un bilan acide sur les recrues hivernales. Ça parle de Timber, de Nwaneri, d'Abdelli, de Nadi. Voilà, n'hésitez pas à faire pause et le lire de votre côté. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve demain pour un autre contenu et n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on fasse un live prochainement, ça me manque beaucoup et comme ça on passera un bon moment et je pourrai vous offrir un maillot avec un quiz, pourquoi pas. Vive le foot chez Sabache Foot et surtout quoi, allez l'OM! Allez, ciao ciao ciao.